avec la plus grande tristesse. Ah ouais, à partir de triste, maman Trisson. Que nos parents nous regardent partir. Edith, Marcel, tout le monde parti. Il y a ceux qui ont des larmes aux yeux. Ouais, gros, là, mais t'es rappelé, mais qui n'osent pas les verser. Ouais, il va te voir pleurer aussi. Mais on décolle sur le sol. Ah ouais, les avions la décollé. Et commence à se perdre à l'horizon. Les têtes par-ci lamenter. Alors nos parents commencent à bien réfléchir. Ils commencent à dire, mais quand ils m'ont arraché Chabala. Que sera notre avenir là-bas? Parce que ça va payer quand toujours trouver un morceau vite pour manger. Ah, Villa Babel. Babel dans le monde. Eh oui, jamais de mon courant. Bon, eh ben, les peuples, quand ça fait, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir toutes les communautés. Bonjour, bonsoir, tout ce que vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va présenter? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis avec Philippe numéro 1 et Philippe numéro 2. Les deux Philippe. Alors, on va leur passer le micro et ils vont dire, on va parler de tout. On va parler de l'Afrique, de l'Égypte, enfin, on va parler de tout. Alors, on commence par qui? Alors, Philippe, je te passe le micro. Ouais, tu dis bonjour, tu te présentes, bien sûr, etc. bien sûr. Et comme on dit, on fait une émission, ça s'appelle Liberté d'expression. D'accord, t'inquiète pas, il y aura de la liberté avec moi. Bien, bonsoir à tout le monde, tout à Guadeloupe. Tout simplement, je me présente, Philippe. On m'appelle le voyageur parce que je pars souvent. Je connais bien la Guadeloupe depuis 35 ans qu'on est là avec mon ami Philippe. Et également, surtout, je connais très bien l'Afrique puisque c'est de là que je viens. Donc on pourra parler de plein de choses avec Ivo. Toutes les questions qu'il nous posera, je pense qu'on essaiera au moins d'apporter des réponses. Donc j'espère qu'Ivo aura les bonnes questions pour que nous ayons les bonnes réponses. Je passe maintenant le micro à mon ami et compère Philippe et à tout à l'heure. Bon, eh ben les peuples, donc on va passer ça, c'est Philippe numéro 1. Non, c'est Philippe numéro 1. Il n'y a pas de numéro. Philippe numéro 1 et Philippe numéro 1. Philippe numéro 2, Philippe numéro 2. Voilà. Alors les peuples, je suis en toi avec deux Philippe. Alors je passe le micro à mon ami Monsieur Philippe, que vous connaissez en Guadeloupe, parce que ça fait 400 ans qu'il est là. Alors Philippe, je te passe le micro. Eh bien, nous allons saluer tout le monde. On dit bonsoir à tout le monde parce que notre ami Romy m'a dit de parler français. Parce que c'est vrai qu'avec Internet, maintenant, on est sur toute la planète, hein, Romy. Mais c'est vrai que nous aimons Tigréol à nous aussi, hein, Ibo. Hein. Oui. Genre de là, nous pas en bureau, on n'est pas dans le bureau, on est nous en bas-bambou là. Hein, nous bien en bas-bambou là, on est en petit fraîcheur. Nous avons boire petit jus local à nous. Madame Philippe Berthaud nous a fait des petits jus locaux. Voilà, et on va faire une belle émission, je le sens. Mais on va surtout aujourd'hui laisser parler Ibo et Philippe. Philippe le voyageur. Moi, il y a fait que moi Philippe reste ici, hein, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui voyage depuis quelques temps. Enfin, j'ai voyagé quand même, mais c'est seulement une fois l'année en étant voyagé, moi rester au service de travail à nous. Encore passer Ibo au micro là, et puis en TV surtout que ce côté, genre de là, Philippe, qui est né à l'hôpital à Dinou. Plein de choses à nous dire. Je fais les deux, t'as vu? Français, créole. Hein? Alors l'émission s'appelle Meka, Teka, Noka et Leuka. K-C-A-S. C'est pas K musique, on K tambour, K qui veut dire drôle de cas. Ce sont des cas. Parce que comme la Guadeloupe a tellement de cas, comme le monde entier a tellement de cas, alors on va parler un petit peu de tous les cas. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir notre ami Philippe qui, disons, qui réside en Afrique. Il passe la plupart de son temps sous le sol africain, sous la terre-mer. Alors là, il pourra nous parler de l'Afrique parce qu'actuellement, l'Afrique est mal barrée. Mal barrée parce que ce sont les... etc. Alors Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'Afrique? Est-ce que tu sais pourquoi l'Afrique est devenue actuellement, on dit, l'Afrique, terre de terroristes, etc. Parce qu'il paraît, il semblerait, on prétend que le djihad maintenant... Alors justement, si on parle du djihad, c'est très bien.
Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que dans la plupart des pays pauvres, comme la Somalie, l'Éthiopie, etc., beaucoup de jeunes sont sans parents parce que leurs parents ont été tués par les guerres précédentes et sont enrôlés dans ce qu'on appelle le djihad, c'est-à-dire la guerre islamique. Et travaillent ensuite dans des factions comme AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda Maghreb islamique, et sont sous la férule, c'est-à-dire sous le commandement d'Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda, c'est quoi? C'est tout simplement au départ Ben Laden, qui a été repris ensuite par son second, Zouari, le fameux Zouari, qui a promis de faire des attentats un petit peu partout dans le monde. Là, il a promis il y a quelques jours de faire des petits attentats aux États-Unis, beaucoup d'attentats en France pour se venger du fait que Hollande a envoyé l'armée au Mali pour renvoyer justement les islamistes qui prennent le dessus partout. Alors si on prend par exemple, on va commencer par l'Égypte. En Égypte, au départ, au pouvoir, toujours, ça se passe toujours pareil. Il y a un coup d'État. Derrière ceux qui ont l'argent, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans, ce sont des islamistes qui marchent avec la charia. La charia, c'est quoi? C'est tout simplement ne pas le droit de la femme de sortir tant d'heures par jour, n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment, n'a pas le droit de faire ci, n'a pas le droit de faire ça, n'a pas le droit de conduire, etc., etc. Bon. Et après ça, au bout d'un certain temps, comme ça a été le cas en Égypte, il y a eu un coup d'État et les militaires ont repris le dessus pour repousser les frères musulmans. Bon, ils ont même tous arrêté. En Tunisie, actuellement, ce sont les frères musulmans qui sont au pouvoir. Actuellement, ça gronde dans la rue. À nouveau, il va y avoir un coup d'État d'ici très très peu de temps, quelques mois, même peut-être moins que ça. Et à nouveau, il va y avoir une nouvelle démocratie. Parce qu'en Tunisie, que je connais bien parce que j'y habitais, en Tunisie, les gens là-bas n'ont jamais connu le voile, le hijab, le hijab, c'est-à-dire le voile qu'on met sur la tête, qu'on met sur le visage. Ils ne connaissaient pas ça. Et maintenant, on les oblige. C'est pas qu'ils veulent, c'est qu'on les oblige. Alors certains qui sont un petit peu illuminés vont le faire. Mais quand on vous dit c'est dans le Coran, c'est faux. Le Coran ne raconte que des choses d'amour, de fraternité, exactement comme la Bible. Mais comme c'est lu et donc interprété par des gens qui sont malveillants, eh bien les gens croient que c'est vrai. Donc actuellement, ce qui est en train de se passer un peu partout en Afrique, c'est que des églises, il n'y en a presque plus. On prend par exemple le cas au Maroc. Au Maroc, dans Casablanca, qui est pourtant la capitale économique, il n'y a presque plus d'églises. Je connais juste une cathédrale, il n'y a plus d'églises. En Afrique, partout, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce sont les églises qui prennent. En Égypte, les chrétiens coptes, les églises sont brûlées. En Tunisie, dans le sud de la Tunisie, il y avait des églises, elles ont été également brûlées. Pareil pour les temples juifs. Donc partout actuellement, c'est ni plus ni moins que la 5e colonne qui devait arriver depuis longtemps, une guerre de religion entre catholiques, chrétiens et d'un autre côté les islamistes musulmans. Donc musulmans, c'est une religion comme la religion catholique qui a le droit de s'exprimer, qui a le droit d'avoir sa façon de voir les choses, mais il y a les islamistes. Il ne faut pas confondre musulmans et islamistes. Un islamiste, c'est un extrémiste et c'est là le danger. Le danger, c'est de voir que peut-être dans 10 ans, eh bien, on aura au pouvoir des islamistes. Et pourquoi pas en Europe? Pour la bonne raison que quand quelqu'un fait, par exemple en Guadeloupe ou en France, un enfant, eux, ils en font 4. Comme d'après la loi islamique, telle qu'elle est justement rapportée par des faux imams, je dis bien des faux imams, c'est-à-dire des prêtres, entre guillemets, musulmans, ils vous disent qu'ils ont droit à 5 femmes. Donc comme ils ont droit à 5 femmes et qu'ils font 4 enfants par femme, ça monte très très vite. Et il faut savoir des choses qui sont absolument incroyables. Il y a des enfants qui ne sont jamais venus en France et les parents touchent des allocations en France pour leurs enfants qui sont en Algérie. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très graves. On n'en parle pas, les journalistes sont au courant de tout ça, mais personne ne veut en parler, personne n'ose en parler, tout le monde a peur d'en parler. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi. Par exemple, ce matin à la télévision, j'ai vu que un historien est parti voir le pape avec 10 imams français. Pourquoi? Pour faire quoi? Donc il y a plein de questions à se poser. Moi, j'ai très très peur de ce qui se passe actuellement en France. Entre autres, dans certains quartiers, on n'est plus en France. On est en Afrique.
Dans certains quartiers, c'est carrément les Africains. Dans d'autres quartiers, c'est carrément les Arabes. Et en plus de ça, c'est divisé. C'est-à-dire qu'ils se mettent en communauté. Les Sénégalais d'un côté, les Camerounais d'un autre côté, les Mauritaniens d'un autre côté, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, etc., etc. Et ça fait des communautés qui se battent entre eux et qui se battent tout ça sur le sol français, sur le pays français. Actuellement, nous ne sommes plus chez nous. Il faut combattre ça absolument. Les musulmans ont le droit d'exister, les islamistes, non. Voilà. Je pense qu'en gros, déjà, j'ai bien à peu près expliqué ce qui se passait actuellement en Afrique. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que ceux qui ont attaqué justement le centre d'affaires, le centre commercial, c'est ce qu'on appelle des shebabs. Des shebabs, ce sont des gens qui ont donné leur vie déjà. On leur a promis des vierges au ciel, etc., le jour où ils seront morts. Donc pour eux, ils ont déjà la porte ouverte du paradis, ce qui est complètement n'importe quoi, c'est une hérésie complète. Et ces shebabs, ce sont des enfants qui ont été enrôlés de force, qui arrivent la plupart de Somalie, d'Éthiopie, du Soudan, de tous ces pays-là, et ils n'avaient pas d'autre choix que de prendre des armes et se mettre à se battre. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Ibo, qui va continuer sur le sujet qu'il veut. Ouais, alors pendant que tu parlais, moi j'étais en train de suivre tout ce que tu racontes. Mais quand on parle de Dieu, le mot Dieu, parce qu'on dit Dieu, c'est notre sauveur, c'est notre libérateur. Mais à quel moment, où est la place de Dieu? À quel moment Dieu, dans tout ça, va mettre sa main, viendra prendre la parole, viendra défendre ce qu'on appelle la terre entière, l'humanité entière, le monde entier? À quel moment? Alors, qui veut répondre à la question? Moi, je peux te répondre. Là, on parle bien de Dieu. On parle bien de Dieu, Oui. et justement, il ne faut pas confondre Dieu et la religion. Et je vais faire un petit retour sur ce que disait Philippe. Nous, on a eu nos heures sombres, nous, chrétiens. On a eu, par exemple, l'Inquisition. Au même principe qu'aujourd'hui, certains musulmans font de l'islamisme, veulent tuer des gens, détruire des gens. On a eu, nous, l'Inquisition. On a eu l'Inquisition. On a eu les croisades, où on a été tuer des innocents, etc. C'était il y a longtemps, mais ça existait aussi. Donc je crois que tout extrémiste n'est pas bon. Maintenant, pour répondre à ta question au niveau de Dieu, quand est-ce que Dieu va venir? Il faut lire les Écritures, Ibo, pour avoir la réponse. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, Jésus-Christ. D'accord? Les hommes lui ont réservé le sort que tu sais. C'est-à-dire qu'il était venu apporter quelque chose, il s'est retrouvé sur la croix. Et Dieu a dit, il a envoyé ce Fils pour racheter nos péchés. Mais maintenant, Dieu attend que l'homme fasse le chemin. Et c'est pour ça qu'il y a dans les Écritures, c'est écrit demande et tu recevras, frappe et on t'ouvrira. C'est-à-dire que Dieu, lui, justement, n'est pas un conquérant. Dieu ne va pas venir prendre les hommes de force pour les emmener dans un chemin. Il attend que nous, on s'approche de lui et qu'on fasse appel à lui. Voilà, je pense que ça répond peut-être pas assez bien à ta question, ça doit te paraître abstrait, mais c'est ça la réponse. Eh bien, effectivement, Philippe, comme tu dis, je ne suis pas satisfait. Je le savais. Non, parce que tu le savais, parce que moi, on dit que Dieu est l'esprit. Dieu est esprit, et si Dieu est esprit, ça veut dire que c'est ton esprit, l'esprit de Philippe 1, Philippe 2, l'esprit de Philippe 2, Philippe 2. Je crois que c'est tout le monde qui est Dieu en même temps. Mais quand on parle de Dieu, on parle de miracle, on parle que Dieu viendra sur terre, Dieu fera son jugement. C'est dans ce genre de Dieu que je parle. Parce que s'il faut attendre sur l'homme, sur nous, qui reçoit les femmes ou les hommes, pour pouvoir nous mettre d'accord, pour pouvoir s'entendre, pour que nous puissions tous parler le même langage, c'est pas demain la veille, ça. Oui, mais qui dit Dieu, si on veut croire que le bien existe, on ne peut pas douter que le mal existe aussi. On ne peut pas douter qu'il y a un duel entre Dieu, le bien, et Satan, le mal. Et c'est plus facile de marcher dans les pas du chemin de Satan que dans le chemin de Dieu. Puisqu'on est tous des pécheurs, on fait tous des fautes. Et c'est plus facile et ça va beaucoup plus vite quand on suit Satan. Donc forcément, il y a ce combat sur la terre. Et je pense que c'est plus difficile aujourd'hui même de marcher dans les pas de Dieu, dans ces pas-là. C'est beaucoup plus difficile, on souffre beaucoup plus, mais on a une récompense qui est à l'intérieur, une récompense spirituelle à l'intérieur, dans le cœur, dans le cerveau, dans l'esprit. Après,
Ceux qui, eux, servent Satan vont rigoler parce qu'eux, ils auront tout ce qu'ils veulent tout de suite comme ça sur la terre en matériel. Mais c'est pas ça qui compte. Il n'y a pas que ça qui compte. Ce qui compte, c'est cette quête de spiritualité. Et si notre société est arrivée où elle est arrivée aujourd'hui, avec cette violence, avec ces enfants rebelles, avec tout ce qui était d'ailleurs écrit dans les Écritures, c'est que justement on arrive, je veux dire, presque à la croisée des chemins. Mais il faut savoir que pour Dieu, si pour nous, un jour c'est un jour, une année c'est une année, un mois c'est un mois, un siècle c'est un siècle, etc., pour Dieu, le temps n'a pas tellement d'importance. Il faut tout relativiser. Le temps, c'est rien. Voilà. C'est pour ça que ça nous paraît abstrait. Nous, qui nous sommes mis dans un calendrier, dans une vie stressée où on est à la minute. Ça peut nous paraître abstrait. Maintenant, chacun suit son chemin, mais moi, j'encourage tout le monde à suivre ce chemin de spiritualité. Il ne s'agit pas de rentrer dans une religion. La religion ne sauvera jamais personne. Ce qui compte, je crois que c'est la foi. Et essayer, et je dis bien essayer, c'est pas facile en tant qu'homme, sur cette terre en plus, de suivre un chemin, une ligne de conduite. De toute façon, c'est toujours bon pour un homme, pour une femme, d'avoir une ligne de conduite, une autodiscipline, une conscience. Quand on va se coucher le soir, Philippe pourra nous en parler parce que je sais que c'est aussi sa tasse de thé. Quand on va se coucher le soir, on fait son listing de ce qui s'est passé dans la journée, ce qu'on a fait qui était bien, qui n'était pas bien, parce qu'on commet tous des actes, on a tous des pensées et des paroles qui des fois nous dépassent. On fait ce petit checklist, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, on essaye d'avancer dans une voie, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut le faire. Et si tout le monde faisait cette voie-là, on aurait des enfants aujourd'hui plus équilibrés, on aurait une société plus équilibrée, avec moins d'actes comme on en voit malheureusement partout. Voilà. Mais n'oubliez jamais que Satan est là, il rôde, et qu'il a aujourd'hui plein de choses dans son pouvoir. Toutes les addictions dont peuvent souffrir les gens, ben, c'est son fonds de commerce. Et il y en a des addictions. Il y a l'addiction à l'argent, l'addiction au jeu, l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction à la drogue, l'addiction à la violence, l'addiction au sexe, l'addiction à tout ça. Et ça, c'est son cheval de bataille et c'est son terrain de jeu. Et nous, on y plonge. Quand je dis nous, les hommes, on y plonge facilement. L'homme avec un grand H, hein, parce qu'en général, les femmes se portent pas mal non plus. Il ne faut pas oublier que c'est Ève qui a croqué la pomme, c'est pas Adam. Hein. Voilà. Alors les peuples, voilà. On parle un petit peu des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Alors aujourd'hui, je passe la parole encore à Philippe. Les deux Philippe, ils sont là pour vous donner ce que moi je ne comprends pas, ce que vous ne comprenez pas, parce que l'émission c'est mes cas, vos cas, nos cas et leurs cas. Alors Philippe, tu continues sur la lancée parce que ce que Philippe vient de dire là. Eh ben exactement, moi je vais continuer de la même manière, comme disait Philippe, très bien. Tous les soirs, moi je fais ce que j'appelle, bon ça s'appelle les prières, en fait moi j'appelle ça ma checklist. C'est-à-dire je regarde tout ce que j'ai fait dans la journée, ce que j'ai fait je pense bien, ce que j'ai fait je pense mal, et justement je demande à ce qu'on me donne suffisamment de force pour pardonner et essayer le lendemain d'essayer d'arranger les choses, de faire mieux, de toujours aller vers l'avant. Parce qu'il nous faut des repères. Sans repères, on part en déliquescence. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit des enfants qui regardent la télévision à 9h du matin avec des filles en train de se trémousser. Donc en voyant ça à la télévision, bah, ils vivent un peu comme dans un film. Ils vivent par procuration. Ils voient les garçons arriver dans des décapotables rutilantes avec 3-4 filles avec un petit haut de maillot de bain. Et ils pensent que c'est ça la vie. Il y avait une chanson créole il y a quelques temps qui était sortie avec Albert et Léon. Et il y en a un qui disait « Tout ce qu'ils veulent, ils le voient, et tout ce qu'ils voient, ils le veulent ». C'est exactement ça. Ils n'ont pas compris que pour avoir justement tout ce qu'on a autour de nous, là, par exemple, on a travaillé pour ça. Et ces jeunes-là, malheureusement, ils pensent qu'à peine sortis d'école, ça y est, ils peuvent avoir tout de suite la Mercedes, ils peuvent tout de suite avoir une piscine, ils peuvent tout de suite avoir, etc., etc. C'est faux. Et ils partent sur un chemin qui est complètement pavé de mauvaises intentions parce que c'est pas en boîte de nuit qu'on peut, en sortant à 4h du matin, qu'on peut aller travailler le lendemain matin à 8h. Donc, en faisant comme ça, on prend le mauvais chemin. Il y a un moment où il faut se dire dans la vie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le bon? Est-ce que je continue le mauvais? Si on prend le bon, il y a un moment, on a le droit de s'amuser jusqu'à entre 25 et 30 ans. Il y a un âge où il faut dire, stop, j'arrête les bêtises, et je prends un certain chemin, je trouve quelqu'un, je fais des enfants, ou pas, peu importe, mais au moins je prends un chemin pour faire quelque chose de ma vie. À la fin, il y aura un bilan, et ce bilan, ce sera sur son lit de mort. On se dira, voilà, j'ai au moins fait ça dans ma vie, j'ai au moins réussi ça dans ma vie, j'ai loupé ça, j'ai pas pu tout réussir, mais au moins je fais quelque chose. Mais ces jeunes-là, quand je les regarde, je me dis, mais ce sont vraiment des nos futurs.
Je me demande vraiment comment est-ce qu'ils peuvent même penser, où est-ce qu'ils seront dans 5 ans. Ils se posent vraiment, ce sont des questions qui se posent, que même pas. Pour eux, la vie, c'est au jour le jour. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je te repasse la parole, Ibo, et puis tu poses des questions que tu veux, toujours pareil. Ok, les peuples, voilà. Alors, tous ceux qui regardent l'émission, je crois jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit, ça vous intéresse, ça vous ouvre les esprits, ça vous fait aussi réfléchir, parce qu'il faut réfléchir. Réfléchir, ce que vous ne faites pas souvent, et je dirais même pas du tout, parce que je connais des jeunes effectivement, et même des plus vieux, qui ne réfléchissent pas. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance, moi j'appelle ça d'avoir de la chance, d'avoir les deux Philippe, qui est en train, pas de vous bourrer la tête, pas de vous bourrer la tête, mais de vous dire des choses qui sont justes, qui sont normales. On a la chance d'avoir Philippe. Alors Philippe, comme tu dis, les questions que je pose, c'est des questions jusqu'à présent qui te plaisent? Ah bah oui, et puis on essaye d'y apporter des réponses, Oui. sans pour autant avoir la science infuse, bien sûr. On essaye de donner des pistes. J'en profite, tu me passes le micro, pour un petit peu sur ce que disait Philippe, sur cette jeunesse en déliquescence. Je dis quand même, moi, ce qui m'interpelle sont les parents. Parce que malheureusement, on va dire le législateur, je pense, dans un souci au départ humanitaire, de bien faire ou autre, a créé un système. D'ailleurs, dans la chanson dont tu parles d'Albert et Léon, on rajoutait tout ça au vrai ou v'lait, faut pas abuser un travail, l'État qu'a bon manger. Exactement. Donc il était qu'à toute bitin là. Parce que effectivement aussi, Giscard d'Estaing, qui a été un président qui a fait beaucoup de bonnes choses, mais qui en a fait d'autres moins bonnes, a créé un système au départ, je pense, dans un bon état d'esprit, de mettre cette allocation femme seule. Mais ça a créé quoi? Ça, dans des pays comme la Guadeloupe en particulier, parce que c'est le pays dans lequel je vis et que je connais le mieux, ça a créé beaucoup de dysfonctionnements. Puisqu'avant, même si une fille était enceinte à 16 ans, il y avait la cellule familiale de ses parents qui fonctionnait. Combien d'enfants ici qui nous écoutent aujourd'hui ont été élevés par leur grand-mère ou par leur grand-père? Ils appelaient la grand-mère maman, ils appelaient le grand-père papa. Parce qu'il y avait cette cellule familiale. L'autorité parentale qui ne pouvait pas être assumée par cette jeune fille-mère de 16 ans, l'était par ses grands-parents. Aujourd'hui, cette fille-là, on lui donne un appartement. On va dire, ce sont, moi en créole, on a dit, c'est Timoun qui a levé Timoun. Et Timoun ne peut pas lever Timoun, c'est Grand Moun qui a levé Timoun. Déjà, nous, Grand Moun, nous ni les pires difficultés des fois, parce que nous pas recevoir la leçon pour ça. Là, nous confronter des fois à des problèmes avant Timoun. Alors imaginez, Antimoun, qui pour même majeur en tête, il peut au mur, il peut faire rien, en merde même, il faut y lever Antimoun. Donc ce système-là a eu, la perversité de ce système a fait qu'on s'est retrouvé avec des enfants dans la rue. Combien de parents aussi après dans cette histoire, parce que moi je connais combien de couples où l'homme de bonne volonté dit à la femme, bon écoute chérie, tu es enceinte, ben, je vais aller demander ta main à tes parents et on va se marier. Ah non, 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 moi je ne me marie pas parce que je veux toucher allocation femme seule pendant 3 ans et parents isolés. Donc on a détruit la cellule familiale. Une société ne peut pas marcher sans cellule familiale. Le deuxième point, beaucoup de femmes ne seront pas d'accord avec moi, mais que des femmes aient envie de travailler, je le comprends très bien, mais il faut que ça soit un choix. Et malheureusement, c'est devenu une mode. Et combien de femmes finalement se sont mises à travailler ainsi que les parents, ainsi que le papa, donc le papa, la maman, et l'enfant livré à lui-même. Ça ne veut pas dire que tous les couples qui travaillent ne s'occupent pas de leurs enfants, puisque je travaille, ma femme travaille, on arrive à s'occuper de notre enfant. Mais en revanche, il faut toujours quand même se dire qu'on n'a pas remplacé le rôle de la maman. Voilà, la maman c'était très important, tout comme le papa c'était très important. Et puis l'histoire de la société nouvelle de mettre les rôles à l'envers, le papa prend un congé de paternité, c'est la maman qui va bosser. Je crois que tout ça, on va me traiter de rétrograde, mais tout ça, je crois que c'est tout ça qui a mis notre société à l'envers. Et il serait temps qu'on revienne à du basique et qu'on regarde un peu la nature. Voilà, et qu'on revienne à des choses naturelles. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je redonne le micro à Ibo. Eh bien, les peuples, voilà, voilà. Bien qui a rentré certainement, je crois attendre bien les oreilles à autres, mais de le faire rester maintenant dans votre tête, ça c'est toute une histoire. Parce que assez souvent, ça rentre là, on écoute, et après ça sort de l'autre côté. Mais il ne faut pas que ces paroles-là sortent, c'est un peu comme on dit, ce sont les paroles bibliques. Les paroles bibliques.
Qu'est-ce que ça veut dire, parole biblique? Il veut dire des choses bien qui est écrites dans la Bible, même si on ne le met pas en pratique. Et pourquoi qu'on ne le met pas en pratique? C'est parce que aussi les gens qui le disent, qui le lisent, qui le racontent eux-mêmes, ils ne le mettent pas en pratique. Alors automatiquement, les fidèles, les autres qui les écoutent, disent, ah mais tiens, le pasteur dit ça, mais il ne met pas, le prêtre dit ça, mais il ne le met pas, le pape dit ça, mais il ne le met pas, etc. Et bien là, ce que Philippe vient de dire, ce que les deux Philippe racontent aujourd'hui, eh bien, ça nous concerne, il faut plus écouter et après dire, oh bon, monsieur, parlez, ah non, là il faut prendre. Alors Philippe, je te passe le micro. Attends, on va prendre une image, Philippe. Est-ce qu'en boucle, les bails tété? Est-ce qu'en boucle, les bails tété? Je veux bien Parce essayer. que, au cas, dis-moi, au cas, mettant en congé parental, bah, boucle, la femme, là, quand il travaille. Pourquoi les bails tété? Non, mais c'est une question à poser, parce que des bitelles comme ça, moi, ça rend moins. Pose la question que tu viens de poser. là. Est-ce qu'en boucle, les En bails tété? français. Est-ce qu'un homme peut donner le sein à son enfant? Voilà. Parce qu'on dirait que, on parlait de Dieu tout à l'heure, on parle de la nature, on dirait que l'homme, la société d'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, a décidé de tourner le dos à la nature, de tourner le dos à tout ce qui nous a créé finalement. Hein, parce que qu'est-ce qui nous a créé? C'est bien un homme, une femme. Et on veut tourner le dos à la conception même de ce que nous sommes. Et là, je me dis, c'est peut-être finalement, peut-être un suicide programmé de l'être humain, je ne sais pas. Voilà, c'est une question que moi je pose. Ok, Philippe. Moi, je vais prendre un petit peu le style de discussion d'Éric Zemmour, que tout le monde connaît. Je pense qu'à notre époque, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, les femmes ont pris le dessus. Et elles ont décidé de travailler, d'avoir leur voiture, d'avoir leur mode de vie, au détriment de la cellule familiale, au détriment des enfants, au détriment de leur mari. Et c'est la raison pour laquelle, vous pouvez regarder autour de vous, il y a énormément de divorces. Avant, quand il y avait un divorce, c'était toute une discussion, c'était pas évident, etc., etc. Maintenant, on divorce aussi facilement qu'on va chez le coiffeur. Et ça, je pense qu'il y a un problème majeur. La femme a pris le dessus. La femme, maintenant, c'est elle qui commande, c'est elle qui décide des vacances, c'est elle qui décide de ce que vont porter les enfants pour aller à l'école, c'est elle qui décide de tout. Et le père là-dedans, bah oui, pourquoi pas, oui, t'as raison, oui. Mais s'il dit quelque chose qui va pas, bah écoute, si ça te plaît pas, t'as qu'à t'en aller. Et ça se termine par un divorce. Donc je pense qu'il faut maintenant commencer à revenir à des choses plus justes, trouver des femmes qui ont envie de s'occuper d'un foyer, et je pense que c'est pas évident, à partir du moment où elles-mêmes n'ont pas été élevées justement dans le sein d'un foyer, et trouver des femmes qui ont envie d'élever des enfants, de se remettre à faire de la cuisine comme dans le temps. Maintenant, on est tous avec des plats congelés, avec des fours à micro-ondes. Et tout ça fait que maintenant, on vit plus du tout comme avant. Il y a 20-25 ans, on vivait encore correctement, on vivait normalement, il y avait des horaires. Le soir, on retrouvait sa femme, on retrouvait ses enfants. Maintenant, non. Le soir, la femme a une réunion quelque part, le mari, il va ailleurs avec ses copains. Les enfants sont dans la rue. Vous voyez tous les immeubles que vous voyez qui sont construits actuellement depuis une vingtaine d'années. Allez le soir, vers 6h30, 7h. Il commence déjà à faire nuit. Vous avez tous les jeunes qui sont dehors. Tous les jeunes sont en train de fumer un pétard à droite, à gauche. Les filles sont là en train de monter l'arrêt des fesses, etc. Tout le monde trouve ça normal. Mais qu'est-ce que font les parents? Où est-ce qu'ils sont? Et le jour où il arrive un pépin, on entend le lendemain que tel enfant a été piqué au couteau par un autre copain. Ah, pourtant, c'était un garçon bien, il n'a jamais eu d'histoire, il n'a jamais eu ci, il n'a jamais eu ça. Forcément, on l'a laissé livrer à lui-même, il a fait ce qu'il voulait. Et un jour, ça se termine mal pour une histoire de broutille. Pour lui, planter un couteau dans le corps de quelqu'un, c'est aussi facile que de lui donner une gifle ou une paire de claques. Et ça devient, tout est complètement décalé. Maintenant, il n'y a plus du tout de repères, il n'y a plus aucun repère. Et tous ces repères ont été enlevés, je pense, avec la plupart des clips. Tous ces clips que l'on vous montre à la télévision, c'est la fausse vie. Ce n'est pas la vraie vie. La vie, c'est le couple, le travail et essayer d'avoir de la santé. Là, on vous montre des gens qui sont malsains, des gens qui montent leurs fesses, des gens qui sont dans des cabriolets, et qui n'ont même pas quoi de payer la première traite. Donc les gens vivent par procuration. Voilà. Ibo, la suite. Alors, là maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le vrai vif du sujet, au niveau de la Guadeloupe, parce que j'ai de la chance et en même temps la malchance d'être né en Guadeloupe, d'être un Guadeloupéen.
d'avoir vécu en Guadeloupe. Mon enfant, je l'ai fait ici. Et tout ce que nous disons là maintenant, parce que maintenant on n'a pas le droit de parler de noirs, on n'a pas le droit de parler de blancs, on n'a pas le droit de parler d'indiens, on n'a pas le droit de parler de mulattes, on n'a pas le droit de parler. Mais, en cas peut-être si vous embarrassez les autres, parce que je suis entouré de 2 blancs. Hein. Qu'on le veuille ou non, je ne sais pas, il y a dit que c'est blanc, mais moi depuis tout petit, il a toujours dit moi c'est des blancs. Les gens qui regardent la télé actuellement, comme moi, ils vont dire une seule chose, ah regardez, il boit avec 2 blancs là, 2 blancs qui est là, même si vous ne voulez pas dire il n'y a pas de race. Mais quand on parle de la Guadeloupe maintenant, tout ce que vous venez d'évoquer là, histoire de fesses, histoire de drogue, histoire de cabriolet, histoire de... Mais c'est un Guinéen qui a fait ça. Parce que moi, les blancs pays, j'ai de la chance de fréquenter les blancs pays. Je vois leurs enfants sont bien éduqués. Hein. Ils respectent leur maman. Ils n'ont pas en boîte de nuit. Je ne peux pas les nommer parce que j'ai un mot quand je dis chaud-pipite. Qu'est-ce que ça veut dire des chaud-pipites? Ouais. Des chaud-pipites, c'est des petites femmes. Si tu veux, c'est des filles qui sont sans éducation, sans dignité, sans respect, sans fierté. C'est un mot que tu avais dit déjà il y a très longtemps. Oui, oui, c'est des petites femmes, je crois qu'il y a ça, des petites femmes laissées aller, ils ont l'aria, et c'est ça que j'appelle des chaud-pipites. Ouais. Mais à part avoir des indiennes comme ça, les indiennes, je ne les vois pas. Les mulattes, les vraies mulattes, je ne les vois pas. Les blancs, je ne les vois pas. Si je vois un blanc comme ça, c'est souvent un blanc qui revient de la métropole. Il est venu avec ses enfants ici. Et ses enfants, ils vont s'asseoir devant les lycées. Ils vont se caresser devant le lycée. Ouais. Quand tu vois ça, c'est pas un blanc pays. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le micro. Je pense que, heureusement, on ne peut pas généraliser à 100%. Moi, je vais prendre l'exemple de ma femme, de la famille de ma femme, que je connais bien. La famille au sens large. Cousins, cousines, oncles, tantes et neveux et nièces. Philippe peut en témoigner. Tous ces mômes-là, je les embrasse, ils nous écoutent parce qu'ils sont tous extraordinaires. Ils quittent un boulot aujourd'hui parce qu'ils ont un problème avec le patron qui est malhonnête. Ils trouvent un boulot après-demain. Je les ai jamais vus dans des histoires de drogue, de corruption, de sexe, etc. Donc, il y a quand même des familles antillaises à l'ancienne. On va dire plus des familles rurales qu'urbaines. Ce que tu dis là, c'est plus vrai en ville qu'à la campagne. Parce qu'il y avait quand même une mentalité en Guadeloupe, à la campagne en particulier, et à l'époque, à la pointe, à l'époque, parce que la pointe, pas la pointe encore, la pointe, c'est pas Pointois qui l'a. Mais dans les pays ruraux, dans les campagnes, c'est encore des vraies familles guadeloupéennes qui ont perpétué cette éducation, même si effectivement, petit à petit, misi à misi, on a mis des immeubles à la Boucan, on a mis des immeubles dans les campagnes de Sainte-Anne, on a mis des immeubles partout, où on a amené des gens qui ne sont pas des originaires de la Guadeloupe aussi, et qui sont venus avec leurs mœurs. D'accord? Donc moi je dis qu'il y a encore des vraies familles guadeloupéennes quand même, qui donnent une éducation stricte. Heureusement, il y a aussi des gens venus d'ailleurs, attention, hein, qui donnent des éducations strictes. Moi je connais des familles dont les parents se sont saignés au Cap-Vert. C'est plutôt des gens qui ont immigré ici il y a 20-30 ans, et qui étaient venus pour travailler à l'époque, et non pas pour toucher l'argent de l'État. Ben, ces gens-là aussi ont donné une sacrée bonne éducation à leurs enfants. Aujourd'hui, en revanche, ceux qui arrivent effectivement la plupart du temps, c'est par rapport à tout ce qu'on leur promet au niveau prestations sociales. Et il y a le même laisser-aller que dans les familles qui vivent comme ça, qui n'ont jamais su ce que c'était qu'une journée de travail. Tout est une question de valeur, Ibo. Si on ne met pas dans la tête d'un enfant depuis le plus jeune âge la valeur travail, eh ben, cet enfant-là n'a aucune valeur. J'ai expliqué un truc l'autre jour sur une émission que tu faisais. Tu disais que les blancs pays, justement, tu en connaissais un, au lieu de donner l'entreprise à son fils, il lui a revendu. Il y en a qui diront que c'est mesquin, moi j'ai trouvé comme toi que c'était très bien. Il lui a pas revendu pour gagner de l'argent, il lui a revendu pour lui apprendre ce que c'est que d'acheter une entreprise. C'est pas je te donne une entreprise et tu l'as dilapidée parce que ta sueur n'a pas coulé pour l'avoir. Il faut apprendre aux enfants, toute peine mérite salaire, c'est vrai, mais tout salaire mérite une peine. Et ça, c'est très important. Maintenant, toi, tu penses effectivement qu'il y a plus d'une communauté ou d'une autre. Il ne faut pas oublier aussi que la communauté dont tu parles est majoritaire. Donc, en pourcentage, il y aura forcément plus de délinquants, de choses comme ça, de cette communauté-là, puisqu'elle est majoritaire. C'est une question de chiffres aussi. Voilà. Excuse-moi d'avoir un petit peu contredit, mais voilà, on est là pour, comment on dit, liberté d'expression. Non,
tu m'as pas contredit, tu m'as fait, Une tu as nuance, expliqué une là. nuance. Une nuance, voilà. Voilà. Alors, Philippe, Alors, numéro 2. Maintenant, je vais continuer sur la métropole. Je dirais que justement, c'est exactement ce qui se passe actuellement en métropole. C'est que dans le temps, je parle de ça il y a 20-30 ans, les gens n'avaient rien contre les Africains, ils n'avaient rien contre les Chinois, ils n'avaient rien contre les Arabes, parce qu'ils étaient venus, des Portugais, des Espagnols, pour travailler Et s'intégrer. et s'intégrer. Ils se sont intégrés, ils se sont mis au goût de la France, au mode de vie de la France. Maintenant, tous ceux qui viennent déjà dès le départ, non pas pour travailler, mais pour bénéficier de tous les avantages sociaux. Je pourrais vous dire des choses même incroyables. Des gens qui vont dans les pharmacies avec une carte vitale et qui prennent des médicaments pour revendre au pays quand ils retournent en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc., etc. Ce sont des gens qui ne sont jamais venus en France ont une carte vitale. Donc tout ça, c'est un trafic, un business. Tout le monde le sait. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Tout le monde est au courant. Tout le monde le sait. Personne ne fait rien. Et à l'arrivée, eh bien maintenant, on a par exemple, l'autre jour, en rentrant chez moi à Paris, je vois deux jeunes qui étaient la portière de la voiture ouverte. Il y en a un qui avait un Hummer. Bon, un Hummer, quand même, pour avoir une idée, ça vaut quand même dans les 150 000 euros à l'origine, à la base. Et l'autre avait une Porsche Cayenne. Donc ça vaut à peu près dans les 90 000 euros. Ils avaient dans les 23-24 ans, etc., avec des tresses, tranquilles, genre Rasta, et ils discutaient. Je suis persuadé que si on leur a demandé leurs papiers et comment ils avaient payé leur voiture, ça aurait été assez drôle. Bon, mais aucun flic n'aura le courage, parce qu'il a reçu des ordres. C'est pas qu'il veut pas, lui il veut bien faire son boulot. On lui a dit surtout ne rien faire. Donc actuellement, avec justement une taubira à la justice qui laisse porte ouverte à tout, c'est carrément dire continuez, ce que vous faites c'est bien, continuez à faire des conneries, vous n'irez pas en prison, il n'y a pas de place, etc. Actuellement, quelqu'un qui est condamné à 5 ans de prison ne va pas en prison parce qu'il n'y a pas de place. Donc on est dans un monde complètement, on marche sur la tête. Et tout ça, ce sont des questions qui soulèvent forcément l'immigration et les gens qui commencent à se tourner de plus en plus vers le Front National, Marine Le Pen, etc. Ce n'est pas sans raison. Ils ont essayé la droite, ils ont essayé la gauche, ils ont vu que ça ne marchait pas. Il faut peut-être remettre justement certaines valeurs. Alors peut-être que ce sera dur pendant 5 ans, mais il y a des gens qui n'ont pas vocation à être en France parce qu'ils n'ont pas payé d'impôts, parce qu'ils n'ont pas travaillé, parce que ceci, parce que cela. Ces gens-là doivent retourner dans leur pays. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'ils se croient plus chez eux en France que nous dans notre pays. Alors à l'arrivée, tout est complètement faussé et on se retrouve avec des jeunes dans la rue qui vous toisent de haut comme si vous étiez, vous, un étranger dans votre propre pays. On était avec Philippe sur les Champs-Élysées il y a quelques temps, il y a peu de temps, on était presque au Sénégal. On voyait des Africaines enceintes pousser des poussettes avec 2-3 bébés dedans. Et derrière, il y avait les hommes avec les boubous de toutes les couleurs en train de marcher sur les Champs-Élysées. C'est pas les Champs-Élysées qu'on a connus. Et les Roms en train de faire la manche. Et les Roms, alors n'en parlons même pas. Et tout ça, ce sont des gens qui arrivent dans l'Europe. Donc on va les avoir. Donc on enlève les Roms d'un côté, ils repoussent de l'autre. On les enlève d'un côté, ils repoussent encore de l'autre, etc., etc. Donc tout ça, on a beau parler pendant des heures et des heures et des heures, c'est une question, une volonté politique. Tant qu'on ne fera pas vraiment les choses comme il se doit, c'est-à-dire on vient en France, on dépose un dossier, c'est accepté ou c'est refusé, et après on suit la suite normale pour avoir du travail, un logement, etc., etc. Que là, c'est pas du tout le cas. Ils arrivent, vous l'avez vu à la télévision il y a quelques jours, à Ceuta, c'est-à-dire à la frontière espagnole et à Melilla, ils mettent des grandes échelles sur les grillages de 8 mètres pour traverser du côté espagnol. Ils sont prêts à s'entretuer. Il y a eu même, je crois, 6 soldats espagnols qui ont été tués. Une fois qu'ils sont en Espagne, ça y est. Ils ont une carte de séjour de 3 mois, après 1 an, et après 10 ans, et après c'est fini. Ils se battent dans toute l'Europe. Ça, je crois qu'il faut arrêter. Mais c'est une question de volonté, et je crois qu'il n'y a pas la volonté. Alors vous avez des beaux parleurs qui vont vous dire, oui, mais c'est ça, la France, terre d'égalité, fraternité, etc., etc. Il y a un moment, il faut dire, stop. Moi, quand j'étais jeune, au collège, on donnait à manger à tout le monde. Et s'il en restait, on appelait ça du rab. Et on faisait une deuxième tournée. Là, actuellement, nous n'avons plus les moyens non seulement de donner du rab,
mais on n'a pas suffisamment pour donner à manger à tout le monde. Alors qu'on commence par s'occuper des nôtres. Quand je vois ici les logements qui sont à peine finis, à peine terminés, et ils sont habités par des Haïtiens qui viennent de débarquer, par des Dominicains qui viennent de débarquer, qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien. Je me pose la question, quand je vois des Guadeloupéens qui attendent un logement depuis 10 ans, il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond. Donc, encore une fois, c'est une question de volonté. Parce que les maires dans les communes se disent, tiens, ben, ça va me faire des voix en plus la prochaine fois. Je vais leur donner des logements, des trucs comme ça. Et ça y est, ils ont des faux papiers, ils ont tout ce qu'il faut. Et avec ça, ils font ce qu'ils veulent après. Et après, c'est eux les patrons. Et dans quelques temps, la Guadeloupe, eh ben, elle sera dirigée peut-être par, je sais pas moi, un Haïtien ou un Dominicain. La France sera dirigée peut-être par, je sais pas moi, un Roumain, un Arabe. Pourquoi pas? Déjà, la porte-parole, c'est une Marocaine, d'origine marocaine, Belkacem, Najat Belkacem. Vous avez des tas de préfets, vous avez des sous-préfets, etc., qui sont d'origine nord-africaine. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne. Ils se mettent en place. Quand vous allez à la sécurité sociale, si vous êtes, on me l'a dit à moi, si vous êtes français, vous avez droit à rien. Vous êtes étranger, vous avez droit à tout. Voilà, la fille était gênée de me dire ça, mais c'est la stricte réalité. C'est malheureux, voilà. Bon, eh bien, les peuples, nous continuons. Alors, Philippe voulait reprendre des petites phrases sur ce que Philippe vient de dire. Alors, je lui passe le micro. Oui, non, très brièvement, parce que je crois que Philippe a bien tout expliqué. Deux exemples, en fait, pour concrétiser ses propos. Au niveau des places dans les prisons. Il n'y a pas de place dans les prisons, hein, d'après ce que nous dit Madame Taubira, pour pouvoir justement laisser tous les gens qui ont des peines inférieures ou égales à 5 ans dehors. Mais il y a de la place pour certains. Il y a un monsieur qui a fait 30 mois de prison uniquement parce qu'il n'a pas voulu dire que l'argent de Bettencourt avait été servi à Nicolas Sarkozy. Donc on l'a laissé 30 mois en tôle. Il est sorti, il n'a toujours pas dit ça parce qu'il ne va pas dire ça. Et il a fait 30 mois et c'est un homme d'affaires qui était dans le sillage de Bettencourt. Je ne veux pas dire pour autant qu'il est blanc-bleu, je ne sais pas, je ne connais pas son dossier. Mais enfin, il y avait de la place pour le mettre 30 mois en prison, alors que je ne pense pas qu'il représente un grand danger pour la société. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a trouvé de la place également pour un des leaders de la Manif pour tous. La Manif pour tous, c'est ce mouvement qui s'est illustré contre le mariage homo en France. Et donc, on a trouvé également pour un manifestant de la place en prison immédiatement. Il a fallu moult pétitions et protestations populaires pour qu'on puisse le libérer. Donc, il y a de la place pour certains. Pour d'autres, voilà, ou bien le bijoutier. Non, le bijoutier, on l'a pas mis en prison, mais on l'a enlevé de son département, tout simplement parce qu'il s'est défendu, alors que pour des multirécidivistes qui ont déjà 15 à 20 condamnations, ces gens-là continuent à se promener dehors et à faire des doigts d'honneur à la police qui essaye de faire son travail tant bien que mal et qui commence à en avoir marre. Ça, c'était une première chose. Seconde chose, puisqu'on parlait des personnages de la nation, je cite, parce qu'on ne pourra pas me dire que je fais de la diffamation, c'est un quotidien algérien, j'ai les documents, je pourrais retrouver le nom si on me le demandait. Un quotidien algérien a titré il y a l'année dernière, la vice-présidente du Sénat français est algérienne. C'est pas moi qui le dis, c'est le quotidien le plus lu à Alger. D'accord ? Parce qu'effectivement, notre vice-présidente du Sénat, la numéro 2 derrière M. Bell, eh ben, est une franco-algérienne. Mais pour les Algériens, ce n'est pas une franco-algérienne, c'est une algérienne. Il faut savoir que, en cas de défaillance du président de la République, c'est le président du Sénat qui prend la place, donc M. Bell. Supposons que M. Bell soit en voyage avec M. Hollande et qu'ils soient tous les deux victimes d'un accident ou d'un attentat, ça serait donc cette dame-là qui deviendrait, par intérim, pendant le temps d'organiser d'autres élections, la personne en charge de la nation. Voilà, je voulais quand même préciser ça, c'est important. Maintenant, je redonne le micro à Ibo. Eh bien, les peuples, voilà. Comme moi, vous entendez des choses comme quoi, certainement, vous n'avez jamais entendu. Et c'est là, justement, qu'Ibo gêne, dérange et embarrasse. C'est ça qu'on appelle la vérité. On ne peut pas peut-être dire que c'est la science infuse. Mais les gens qui le disent vous disent qu'ils ont des preuves. Alors, Philippe est en train de parler, les deux Philippe. Je me demandais aussi, est-ce que tout ça, ça ne va pas emmener à des guerres civiles en Guadeloupe et en France? Parce que la Martinique, il n'y aura jamais de guerre civile. Parce que jusqu'à présent, les Martiniquais s'occupent de la Martinique. Est-ce que ça ne va pas emmener aussi des guerres civiles? Non, ça va. En premier lieu, pour la Guadeloupe, je ne pense pas que ce soit encore le cas. On n'en est pas encore rendu là. J'ai vu 2-3 Guadeloupéens
habillé avec une djellaba et une chéchia, c'est pas ça qui va franchement être dangereux. Mais en France, il peut y avoir très rapidement ce qu'on appelle une guerre de religion. Il faut bien savoir que le numéro 2 d'Al-Qaïda, qui a pris la place de Ben Laden, docteur Zawahiri, a dit de toute façon, pendant que vous faites un enfant, nous on en fait 4 ou 5. Donc forcément, mathématiquement, dans 15 ans ou dans 20 ans, on sera supérieur à vous en nombre. Donc on prendra vos places. Et on arrivera effectivement à une guerre de religion. Voilà. Et on les a peut-être arrêtés une fois à Poitiers, mais là maintenant ils sont déjà à Châtelet, hein, et ils sont plus à Poitiers. Hein. Donc il y a un côté un petit peu dangereux, et ça c'est plus une guerre civile, là, c'est carrément une guerre de religion. Le problème, encore une fois, et ça il faut bien le dire, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit partout, les gens sont peureux, les gens sont lâches. Moi on me dit pourquoi tu te promènes avec une chaîne comme ça et tout, t'as pas peur, etc., etc. Si on doit avoir peur de tout, dans ce cas-là, on sort plus de chez soi. C'est les autres qui dictent la loi, c'est les autres qui vont te dire comment tu dois t'habiller, comment. On est rendu où? Dans quel pays on est? On a le droit de faire ce qu'on veut. Maintenant, il est vrai que si je vais dans des pays comme la Somalie, le Soudan, etc., je vais me promener de façon discrète. Mais autrement, quand je suis dans mon pays, chez moi, je vois pas ce qu'il y a d'anormal à s'habiller comme on a envie de s'habiller. Et actuellement, eh ben, y a des endroits à Paris où il vaut mieux éviter de se promener le soir. Voilà. C'est des lieux de non-droit, comme par exemple Chemin Neuf, Cours-Zamia, Royal numéro 1, 2, 3, etc. Tu connais aussi bien quoi. Là, tu vas le soir te promener. Bon, tu peux peut-être y aller pour acheter du shit, mais pour le reste, tu risques plutôt de te faire couper la gorge. Voilà. Tout simplement pour essayer de récupérer 50 ou 100 euros sur toi. Et ça, c'est malheureusement ce qui nous attend dans les temps à venir. Je ne dis pas que ce sera pareil dans les autres pays, c'est fort possible aussi. Moi, en attendant, je préfère aller partir dans un petit village où justement ce genre d'événements ne sont pas encore arrivés. Donc je préfère encore aller vivre, s'il me reste encore 20 ou 30 ans à vivre, essayer de le vivre gentiment comme ça, plutôt que de voir tout ce que je vois tous les jours. Parce que là, vraiment, je suis tous les jours de plus en plus écœuré. Dès que j'allume la télé le matin, c'est ça, partout, partout, partout. Des églises brûlées, des ceci, cela. J'avais un ami commissaire qui s'appelle Sébastien, tu connais. Ouais. Je donne pas son nom de famille, il est décédé malheureusement. Un jour, il m'a emmené. C'était le patron du 15e arrondissement à Paris. Il m'a montré la main courante. La main courante, il y avait 98% de noms de nord-africains. De franco-nord-africains. Alors, je sais pas, c'est ni plus ni moins, c'est du concret, c'est pas de l'abstrait. Maintenant, on dit les Chinois ceci, les Chinois cela. Les Chinois, très, très franchement, ils font du business peut-être, mais on n'entend pas de problème avec eux. On n'a aucun problème avec les Chinois. Là même, en Algérie, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que les Chinois sont arrivés en Algérie, ils se sont mis à prendre des boutiques qui sont ouvertes pratiquement 24 heures sur 24. Et dans un journal algérien, il y a 2 mois, est apparu un article disant « Ouais, c'est pas normal, tout ça, les Chinois viennent prendre notre travail, etc. etc. » Ces gens-là, ils sont venus pour travailler, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Donc je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal à ça. Si les Arabes qui viennent en France viennent pour travailler, moi ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, c'est qu'ils ne viennent pas pour travailler. Ils viennent simplement pour sucrer ce qu'il y a à manger. C'est tout. Point barre. Alors, ce que dit Philippe à propos de son ami Sébastien, dont on gardera le nom secret, parce qu'il est décédé, par respect pour sa famille, c'est disponible sur Internet. D'ailleurs, Éric Zemmour, que je salue, avait été inquiété parce qu'il avait tenu des propos à peu près semblables, et il a été relaxé par la justice malgré tout, parce que vous pouvez aller sur Internet, sur le site de la gendarmerie, et des personnes recherchées. C'est disponible pour tout le monde. Et là, vous verrez effectivement les personnes recherchées, et vous verrez, avec les photos et les noms de ces personnes recherchées, la majorité des gens qui sont recherchés. C'est pas une question de faire de l'amalgame, c'est une question de faire des constatations pures et simples. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas nier du tout. Concernant maintenant les islamistes, s'il en existe en Guadeloupe, une histoire vécue. Et je salue mon ami Patrick Nérini, qui était présent ce soir-là tout à fait par hasard. Je faisais mes courses avec ma femme dans le grand supermarché de Bémao, dont on va pas citer l'enseigne. Et j'étais en train de discuter, j'ai rencontré Patrick Nérini et on était en train de parler, et bon, on était en train de parler de toi d'ailleurs. Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît en commun et que Philippe connaît aussi. T'apprécies beaucoup d'ailleurs, il va être content de te voir, je pense, à l'écran. On te salue, hein, Patrick.
Et Charmant garçon. absolument. Et on a vu 2 femmes entièrement voilées. Je rappelle, pour les gens qui nous écoutent, que c'est un délit, puni par une amende. Ok, c'est un délit. 80 €. Non, 150 euros. 150 euros. C'est tout à fait interdit de se promener dans les lieux publics dans cette tenue-là, c'est-à-dire le voile intégral. Donc Patrick Nérini et moi-même, n'ayant pas notre langue dans notre poche, nous avons abordé ces 2 dames tout à fait poliment et gentiment. Elles étaient un petit peu étonnées, voire même agressives qu'on les interpelle, en leur disant « Savez-vous que vous n'avez pas le droit de vous promener dans cette tenue dans ce pays ?» Et elles ont répondu. Elles m'ont répondu « Non, mais en France, on nous emmerde, mais ici, on nous dit rien. » Donc je leur ai cru bon de rappeler que la Guadeloupe, jusqu'à preuve du contraire, c'était toujours la République française, qu'on était toujours sous les lois de la République française, et que c'était complètement interdit. Elles m'ont répondu « De toute façon, on s'en fout, puisqu'on nous dit rien, on est plusieurs à se promener comme ça. » Donc c'est pour vous dire que j'étais le seul, avec Patrick, à interpeller ces gens-là, à même être interpellé. Finalement, je vois que les gens se foutent de tout. Ça se passe à côté d'eux. Ils ne pensent pas que ça peut avoir des conséquences demain. Je crois qu'il est temps que les gens ouvrent les yeux, réfléchissent un peu plus, regardent ce qui se passe autour d'eux, parce que c'est, comme on dit en créole, là où va être trop tard, j'ai Mario, il j'ai bien Mario. Alors pas laisser trop tard les autres. C'est pendant qu'on voit les choses à la naissance qu'il faut en parler. C'est pas quand on sera déjà dans la merde et on a qui dit KOP fait, parce que ça c'est en formule en attendant toute la journée. KOP fait, ça veut dire KOP fait, ça veut dire où j'ai démissionné et où sont en lâche. Voilà. Alors moi, quand les autres, réveillez les autres. Voilà. Dis bon encore parole là. Faut pas s'étonner que dans 10-15 ans, il y ait par exemple dans les magasins, rue Chauchère, rue Frébeau, dans les grands magasins, des femmes voilées, etc. Pourquoi pas? Et comme ce sont des islamistes qui sont purs et durs, puisqu'ils sont carrément avec une sorte de burqa, c'est pas vraiment une burqa, parce que la burqa c'est un grillage, là c'est le hijab avec le niqab et puis la robe noire, la djellaba noire. Il ne faudra pas s'étonner que dans 10-15 ans on en voit plein dans les rues, et comme il faut quand même admettre les choses, ici on fait un petit peu ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. On n'est absolument pas du tout protégé, il n'y a pas de police, ils sont là où il ne faut pas, enfin bon, peu importe, c'est pas de leur faute non plus, ils reçoivent les ordres de la préfecture. Il ne faudra pas s'étonner qu'un jour, ils s'attaquent à ce qui est le plus facile, c'est-à-dire faire des attentats sur le sol français en Guadeloupe. Et quoi de plus facile pour une femme qui est du haut en bas habillée en noir que d'avoir des bâtons de dynamite, tout simplement. Donc il ne faudra pas s'étonner, il faudra dire « Ah, comment c'est arrivé en Guadeloupe ?» Ben oui, parce que c'est arrivé tout doucement, petit à petit. Puis un jour, il y en a une qui va se faire exploser dans un centre commercial et il y aura 50 morts. Et là, on se dira « Ah, on n'avait pas vu ça. » On dira « Si on te savent !» Ouais. Bon, ah ben les peuples, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'on a soulevé ce qu'on appelle la voile. Vous savez, ils sont voilés les femmes. Mais nous, on a dévoilé la voile, disons, des expressions de liberté. On ne va pas dire qu'on fait appel à la haine raciale. Oh non. On ne va pas dire que c'est la discrimination. Parce que vous savez, les ils veulent emmerder pour empêcher de dire la vérité. On trouve toutes sortes d'excuses. Ils ont toujours dire qu'on a fait trop grand pour rentrer en bois là. Ils ont toujours dire que tu portes là trop petit pour des mouns passer, etc., etc. Eh bien, mon cher Philippe, l'émission aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une émission à ce niveau-là. Et en français. Et en français. Ah, je voulais juste Oui. terminer par une chose qui est quand même très importante, parce que on a parlé des islamistes. Il faut savoir que, bon, je suis né au Maroc, donc je suis souvent là-bas. Il faut savoir que là-bas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les filles se promènent en mini-jupe avec des talons aiguilles, on ne leur dit absolument rien. Et les anciens sont écœurés de voir qu'on les laisse faire ça en France. Ils me disent à moi, mais vous êtes fous de les laisser faire, vous êtes fous. Vous vous rendez pas compte, ils vont à une telle vitesse que dans 30 ans, vous ne serez plus chez vous. Donc les anciens eux-mêmes, au Maroc, me disent ça. Donc faut savoir, il ne faut pas mélanger les Arabes, tous les Arabes dans le même panier. Les Arabes du Maroc, moi je suis très copain avec eux, on s'entend très bien, ils ont une bonne mentalité, etc. Eux, ils ont appris à travailler, ils ont même fait la guerre, etc. Donc tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont étonnés eux-mêmes de voir que nous, on accepte ça. J'étais dernièrement sur le bateau qui rentrait sur la France et
je tombe sur deux jeunes qui étaient des plombiers, un plombier et un maçon. Et donc, on discute ensemble le temps de la traversée. Il y a 8 heures de traversée. Et le temps de la traversée, on discute ensemble. Et ils me disent, voilà, moi je fais ça, je paye des impôts, machin, etc. Mais vous êtes complètement malade là, d'accepter tous les Arabes qui arrivent en France. Des Arabes qui me disent ça. Des Arabes qui me disent, vous êtes fous d'accepter tous les Arabes qui rentrent en France. Donc c'est pas moi, Philippe, ou toi, Ibo, ou toi, Philippe, on va pas faire la police pour les autres. C'est aux autres de dire stop. Mais dès qu'on fait ça, il y a toujours des cons à la télévision pour dire ah oui, mais la France, c'est un pays des droits de l'homme, c'est le pays où on a le droit de tout faire, c'est le pays où ceci ou cela. On a tellement le droit de tout faire qu'un de ces jours, ça va nous tomber sur le coin de la figure. On n'aura même pas le temps de dire ouf. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire parce que les Arabes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte sont très très bien, ont une très très bonne mentalité et sont très bien élevés. Eh bien, toute la communauté qui nous écoute, toutes les nations qui nous écoutent, toutes les religions qui nous écoutent, toutes les classes sociales qui nous écoutent, je pense qu'avec des émissions de la sorte, ce qui est rare, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'émissions comme ça, je ne crois pas qu'on fait beaucoup d'émissions comme ça. En général, les gens maintenant font plutôt de la télé-réalité qui mène à rien. Voilà, télé-réalité, c'est ça qui est à la mode. Ouais. Ils appellent ça télé-réalité, c'est-à-dire alors que c'est télé sans réalité. Les ch'tis avec Voilà. Le nom même est une tromperie. Voilà. Eh bien, je disais, si vous avez des émissions comme ça, peut-être, on arrivera peut-être à changer un peu les donnes. On arrivera peut-être à changer la société. Parce qu'il faut changer la société. La peur, la crainte et la lâcheté, il faut mettre ça de côté. Je sais ce que je dis. C'est pas facile. C'est facile à entendre, mais à mettre en pratique. C'est super difficile. Les élus locaux de la Guadeloupe, les responsables de la Guadeloupe, ceux qui gouvernent, ceux qui commandent, ceux qui veulent diriger, Madame la préfète de la Guadeloupe, j'espère que vous allez écouter l'émission avec intérêt. Si vous ne pouvez pas l'écouter en plein, faites la copie. Dans votre service, vous demandez, ah, tiens, enregistre ça pour moi. Et comme ça, vous allez l'écouter. Prenez tout ce qu'on a dit de bon dans l'émission. Essayez de faire bouger la Guadeloupe. Parce que comme disait mon ami Philippe, c'est la France et la Guadeloupe qui est comme ça jusqu'à présent. Pays sans loi, pays sans respect, pays où les étrangers font n'importe quoi. Et les étrangers qui font ça, excusez-moi, je ne dirai même pas, non, il ne faut pas que je dise ce mot-là parce qu'on va dire encore que Ibo Simon a dérapé. Ce que je voulais dire. Non, il ne faut pas que je le dise parce que vous allez dire que j'ai dérapé. Tout simplement, ils le font parce qu'on les laisse faire. Ils le font parce qu'on les laisse faire. En créole, il y aura dit la barrière bas, bœuf qu'à jambé. Oui, et sans sauter. C'est tout. Exactement. Là, on dit ça, on dit tout vite là. Oui. Alors là, c'est là que fera sauter. Voilà. Bon, eh bien. Avant nos bouts, tant qu'à présenter le livre à haut, parce qu'il faut aussi parler de eux-mêmes, Ibo. Oui. Alors, Ibo est sorti en livre, mais vous savez, Yopé fait publicité à livre là, pour côté. Puisque c'est Ibo. Mais livre là. Alors, livre à Ibo, c'est le nec de service. Alors, c'est un livre où pas qu'à trouver pour côté encore. Mais, comme Ibo était moins, il était confié moins anti-l'eau, bon, j'avance dans l'eau. Bah, il quand même, mais il a resté en bon de 3 dans toujours. Alors, là, il peut trouver le livre là. Il peut trouver côté moins à l'espace commercial Monsieur Philippe, 1727 rue de l'Industrie, à Jarry. 1727 rue de l'Industrie à Jarry, espace commercial Monsieur Philippe. Livre là, c'est 20 €. Là, au vrai, ou quoi vite livre là, c'est pour Ibo. Et voilà. le téléphone, Alors, le téléphone, il y a 2 téléphones. Je vous donne le portable de préférence. 06 90 74 94 74. Je répète, 06 90 74 94 74. Si toutefois vous ne pouvez pas joindre les portables, il y a également un fixe 05 90 26 83 22 26 83 22. C'est à Jarry, 1727 rue de l'Industrie, espace commercial Monsieur Philippe. Livre là, 20 € tout seul. Il est illustré. Tu peux montrer Philippe 2 minutes. Ah voilà, il y a des photos. Il y a des photos d'époque.
Il y a des photos d'époque où vous allez retrouver Ibo dans sa jeunesse. C'est un livre qui est documenté, c'est un livre qui se lit très vite. Et j'espère surtout que Ibo nous fera ensuite un second ouvrage plus étayé. Je pense que ça va se faire parce qu'il est bien entouré maintenant. Je remercie aussi Monsieur Romy Mirefleur. Sans lui, cette émission n'existerait pas. Et je vous invite tous à rejoindre Newland TV, à prendre cette vidéo et à la transférer à tous vos amis. C'est comme ça que Bitalak est fait à chien qu'on dit bon. Eh bien voilà, Monsieur Philippe, vous allez retrouver aussi Monsieur Philippe assez souvent. Si au Newland Télé, parce que Philippe aura son émission à lui. Parce que vous savez tout ça, il y a tellement de choses là. Tellement de choses là à dire, tellement de choses là à dire. Mais il aura son émission. Alors mon ami Philippe. Ben, quand moi je serai de passage, ce sera avec grand plaisir. Là je pars le 9, dans une dizaine de jours. Je suis de retour le 5 novembre et je repars le 10 décembre, justement pour aller acheter mon appartement en Espagne. Voilà. Donc quand je suis là, avec grand plaisir, on peut discuter de tout ce que tu veux, absolument de tout. C'est un grand plaisir de discuter. On peut parler en créole, on peut parler en français, on peut parler en arabe, on peut parler en ce que tu veux, il n'y a rien qui me dérange. Ok. Bon. Je vais rajouter 2 choses, Romy. Tous les internautes qui nous écoutent, je vous invite à aller, si vous n'êtes pas encore branchés, sur 2 choses. 1, c'est 2 associations qui font un travail difficile, magnifique, on en parlera plus longuement dans une autre émission. C'est SOS Éducation, parce que l'éducation est en péril. L'éducation est en péril, la méthode globale, le pouvoir des syndicats dans l'enseignement au détriment des élèves, etc. Il faut qu'on en parle. Branchez-vous déjà sur SOS Éducation. Vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche SOS Éducation et vous verrez le travail que font ces gens-là. C'est magnifique, moi je les remercie. La seconde association que je veux féliciter ce soir aussi, en profiter et vous inviter si vous ne connaissez pas encore à aller les rejoindre, c'est l'Institut pour la Justice. C'est un groupe de personnes apolitiques qui sont au courant de tout ce qui se passe au niveau justice et qui font un travail énorme de pétition, de dénonciation, de lobbying auprès des ministres et des gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est un travail extraordinaire aussi. L'Institut pour la Justice, grâce à cette association-là, il y a des gens qui ont pu être libérés parce qu'ils avaient été mis en prison alors qu'ils étaient victimes. Vous verrez quand vous irez sur ces sites-là que bien souvent en France, les victimes passent pour les assassins. Donc je vous invite à voir ces 2 sites-là, SOS Éducation et Institut pour la Justice. Il y a des pétitions à signer, il y a des actions à faire. Si vous avez les moyens de leur faire même un petit don à 10-15 euros, c'est défiscalisable. Quand vous donnez par exemple 100 euros, en fait vous pouvez déduire après 66 euros je crois des impôts. Donc faites-le, aidez ces gens-là, c'est des gens qui ont du courage, de la volonté, c'est peut-être eux aussi qui nous aideront à changer la donne comme dit Ibo. Voilà, merci beaucoup et merci de votre attention. Qu'est-ce que ça veut dire lobbying? Lobbying, c'est-à-dire que ou qu'à faire pression voilà, si on y en pétition avait, par exemple nous avons fait en pétition en Guadeloupe, on y sur 400 000 habitants, on y 150 000 Guadeloupéens qui ont signé. En cas il la région avait pétition là, il est obligé d'écouter moins. En cas il voit Madame le préfet avait pétition là, il est obligé d'écouter moins. Ça veut dire en cas peser, en cas faire pression, c'est ça du lobbying. Lobbying, c'est la puissance. Voilà, c'est un mot étranger de toute manière, excusez-moi. Ouais. C'est vrai, j'aurais dû peut-être le dire en français. On va dire un groupe d'intérêt. Le plus gros lobbying qui existe actuellement en France, enfin sur Terre au monde, c'est le lobbying du pétrole. Parce qu'il y a d'autres moyens que le pétrole, mais c'est tellement puissant, le lobbying du pétrole et des cigarettes, c'est énorme. Ils ont une puissance énorme et c'est eux qui font les élections des gens aux États-Unis, en France, un peu partout. Alors ils augmentent les cigarettes, mais si vraiment les cigarettes n'étaient pas bonnes, autant les enlever puisqu'on enlève des médicaments. Donc autant enlever les cigarettes. S'ils les laissent, c'est parce qu'ils ont un intérêt à les laisser, vu les taxes qui prennent dessus. Mais ce sont des groupes de pression, des lobbying, donc ce qu'on appelle un lobbying, c'est un groupe de pression de personnes qui pèsent très lourd sur un plan financier et sur un plan quantitatif, c'est-à-dire de gens très importants avec des groupes très importants derrière. Ok. Eh bien voilà les peuples, nous apprenons le mot lobbying, on va te connaître ça. On n'est jamais trop vieux, trop grand, trop âgé pour apprendre le mot. Voilà, eh bien, lobbying, l'homme vraiment dit ouais, lobbying. Bon, eh bien les peuples, nous quoi des autres, faut faire, Kimbered, et à très bientôt avec la suite, parce qu'il y aura des suites.
Bonsoir à tout le monde et puis à très bientôt. Et j'espère qu'il y aura d'autres émissions du même style parce que c'est très très sympa justement de pouvoir parler librement et tout à fait, surtout honnêtement. Ok.